Bonjour Margot Deré. Bonjour. Vous avez 33 ans. Ouais. Vous êtes députée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes aussi députée en région bruxelloise pour Écolo. Vous êtes actuellement 9e sur la liste pour la région bruxelloise. Alors, petite question un petit peu technique. Comment fonctionne une liste électorale pour les jeunes qui nous regardent? Alors, une liste électorale, c'est une décision par les partis d'un ordre dans lequel ils veulent présenter des candidats et des candidates pour les élections. Donc, ça veut dire qu'en fait, compte tenu du système électoral en Belgique, les personnes qui sont le plus haut sur la liste ont plus de chances de siéger dans un parlement que les personnes qui sont plus bas. Ok, très bien. Merci en tout cas pour l'explication. Alors maintenant, on va parler un petit peu de vous. Vous avez fait un bachelier en communication, un master en art du spectacle. Vous êtes passionné aussi de nouvelles technologies. Racontez-moi un petit peu cette passion que vous avez pour l'informatique, pour les nouvelles technologies. Je sais que vous avez créé une application Nextride, c'est ça? Waouh, ouais. Bien renseigné, oui, de ouf. Mais donc oui, en effet, moi j'ai entamé donc des études de journalisme. Pour moi, c'était assez compliqué d'aller à l'université. J'étais la première de ma famille à faire des études universitaires. Et donc directement, je sais pas, j'ai eu la bougeotte dans mes études aussi et j'ai commencé à faire plein de choses en parallèle. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été vite engagée du point de vue des droits des étudiants et des étudiantes. Donc je me suis présentée aux élections de ma fac, de mon université pour devenir représentante au conseil étudiant. Et en parallèle encore de ça, parce qu'apparemment j'avais trop de temps, j'ai commencé aussi à développer avec une bande de copains des outils pour smartphone pour accéder aux horaires de transport public, parce qu'à l'époque, ça paraît être la préhistoire, mais en 2014, en fait, il n'y avait pas Google Maps, par exemple, pour les transports du TEC et de la STIB. C'était des applications tierces qui donnaient les horaires ou parfois qui n'en donnaient même pas. Donc, par exemple, c'était toujours, nous, notre PDF qui était imprimé dans notre sac pour savoir quand le bus allait passer. Et du coup, avec une bande de copains, on s'est dit, on va faire une application mobile pour les transports, une application qui est gratuite, qui est accessible à tout le monde et qui permettra aux gens de choisir, de faire le choix d'une mobilité partagée comme le bus, le tram ou le métro. Ok, très bien. Alors maintenant, vous êtes en politique. Ouais. Pourquoi faire de la politique et pourquoi avoir choisi Écolo? Alors c'est une question que je me repose régulièrement. Pourquoi avoir fait de la politique? Vous regrettez? Non, pas du tout. Mais parce que c'est un monde qui est quand même difficile et qui m'était moi complètement inconnu. Donc j'ai commencé à m'engager sur les valeurs que je défends et qui me sont chères. Donc comme je le disais, sur les bancs de l'université, où j'ai constaté en fait des inégalités autour de moi, ne fût-ce que financières, parce que par exemple, on était beaucoup à pas avoir de parents qui allaient pouvoir nous payer un code pour suivre nos études, à devoir jobber l'été, mais aussi le week-end pour pouvoir les payer, etc. Et donc je pense que mon engagement, on va dire politique, il était déjà là. Ce que je pensais à l'époque, c'est que la politique, en tant que les institutions, les élus, allait pas répondre aux problèmes de la société, parce que j'ai grandi dans une région très rouge, mais pas le beau rouge noble, plutôt avec beaucoup d'histoires, de magouilles, de corruption, etc. Et donc moi, à chaque fois que je voyais des politiques, c'était dans le journal pour dénoncer des malversations et des choses comme ça. Et ça m'imprégnait quand même beaucoup, parce que je me disais, en fait, si c'est ces personnes-là qui sont censées prendre des décisions pour nous, pour notre émancipation et tout, ça va jamais marcher. Et en fait, je vous passe les détails, mais de fil en aiguille, j'ai fini par un jour postuler chez Écolo par le plus grand des hasards, pour travailler justement en communication. Et j'ai découvert un parti de l'intérieur. Et ça a été un peu une révélation pour moi. C'est qu'il existe en Belgique des personnes et des partis qui ont envie de changer aussi le système politique pour justement essayer de mettre fin à tous ces systèmes compliqués qui peuvent le gangréner à certains moments. Et Écolo en fait partie, et avec toutes des valeurs et des mesures que je pourrais expliquer plus tard. Et donc moi, je suis un peu tombée dedans comme ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est aussi là un endroit pour faire changer des choses qui est utile pour moi en tant que jeune. Alors, prochaine question. En 2020, vous avez expliqué à Views, le média de la RTBF, que vous avez subi du harcèlement. Il y a eu des personnes qui prenaient aussi des photos de vous à votre insu. Comment on fait pour surmonter tout ça? Écoutez, je crois que c'est un peu le lot de toutes les personnes qui sont minorisées et qui se retrouvent dans des parlements, qui sont quand même des lieux qui sont majoritairement faits d'hommes blancs privilégiés de plus de 40-50 ans. Certains appellent ça le revers de la médaille. J'aime pas parce que ça donne l'impression que c'est inévitable. En fait, c'est pas inévitable, on peut améliorer cela. Et je pense que le plus il va y avoir de femmes et de personnes issues de minorités dans les parlements, au plus on va normaliser ça. Et tout ce que moi je peux recevoir de renvois à ma cuisine, de gens qui vont commencer à critiquer mes tatouages ou mon apparence physique, tout ça va, je crois, être de plus en plus banal. Et on va arriver dans un système où en fait, quand on demandera à un enfant de dessiner une personnalité politique, ce sera plus toujours un homme en costume plus âgé, mais ce sera la diversité des gens, parce que nos parlements sont ceux-là. Il faut savoir qu'en effet, c'est toujours une prise de risque pour certaines personnes de s'engager en politique. On le mesure. Moi, j'ai des collègues qui, par exemple, parce qu'elles portent le foulard, subissent des menaces sur les réseaux sociaux, des menaces de mort et autres. Moi-même, j'en ai fait des frais, des membres de ma famille également. Tout ça, en tout cas, pour montrer que quand on essaie
un peu de changer le système. Il n'y a rien à faire, mais le système, il se défend. Il a tendance à renvoyer de la violence pour essayer de dire en fait que certaines personnes n'ont pas leur place dans l'espace public, disons, de parole et d'expression. Et c'est ça aujourd'hui qui, je pense, cristallise beaucoup de violence qu'on vit en tant qu'élu et élu. C'est qu'en fait, notre opinion, elle a le droit d'exister. Je veux dire, mon avis n'est pas moins important que celui d'un de mes collègues. Par ailleurs, il est le reflet de toute une partie de la population qui existe et qui aussi a le droit d'avoir des représentants et des représentantes. Mais aujourd'hui, ça, en effet, donne lieu à beaucoup de violence, que ce soit sur les réseaux ou même parfois dans les rues. Moi, ça m'est arrivé ici sur mon bureau, j'ai une lettre d'insulte que j'avais reçue ici au Parlement il y a 1 an ou 2. Et ça, c'est des choses qui existent. Et je prends aussi du temps à les dénoncer, à les visibiliser, parce que je trouve que c'est pas normal et qu'il faut pas rendre cette violence banale, justement, ne fût-ce que pour les jeunes qui nous regardent et nous suivent, pour qu'à un moment donné, ils se disent, en fait, oui, c'est dur, mais il y a des personnes qui travaillent aussi à améliorer le système pour le rendre plus accueillant pour tout le monde, quoi. Alors maintenant, on va parler des résultats de votre parti à Bruxelles. Oui. En 2019, vous étiez à 19,12% exactement. Là maintenant, selon le sondage du Grand Baromètre RTL Info Ipsos ce soir, vous êtes retombé à 14% à peu près. Comment vous expliquez ces résultats qui sont en baisse? Alors, les résultats de sondage, c'est toujours très flou, je veux dire, parce que déjà, il y a plusieurs sondages qui sont faits, ils ne donnent pas tous les mêmes résultats. Et en fait, à période égale, plus ou moins en 2019, donc juste avant les scrutins, on n'avait pas des chiffres qui étaient beaucoup plus élevés que ça non plus. Donc, je ne suis pas inquiète, dans la mesure où c'est vraiment au moment du dimanche où tout le monde va aller aux urnes que ça va se jouer. Moi, j'ai confiance parce que j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à faire certaines choses dans Bruxelles qui la rendent plus agréable et qui augmentent le bien-être des citoyens et des citoyennes. Et donc, j'ai envie de dire, allez à Jacques Tess, on verra. Okay. On va parler d'un sujet un petit peu plus sensible, Good Move, qui avait provoqué pas mal de remous chez certains Bruxellois, pas tous, mais certains quand même. Ce plan qui devait à la base améliorer la mobilité dans Bruxelles. Est-ce que vous pensez que ça a dégoûté certaines personnes de pouvoir voter pour Écolo? Donc, pour rappel, Good Move, pour qu'on replante bien le décor, mais donc c'est une série de mesures par dizaines qui concernent en effet l'approche qu'on a de la mobilité à Bruxelles. De se dire, on réfléchit plus à Bruxelles comme si c'était une espèce de forme géométrique comme ça, traversée par des grands axes, mais on réfléchit par quartier. Ok, et donc ça, c'est quelque chose qui demande évidemment énormément de changements, c'est-à-dire que tout est revu à l'aube de cette philosophie-là, on va dire. Et c'est une décision et un projet qui date d'avant Écolo au pouvoir, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'était des socialistes qui ont pris la décision auparavant. Et c'est juste que c'est les écologistes qui l'ont mis en œuvre là maintenant avec la ministre de la Mobilité. Mais donc c'est une décision qui n'est pas qu'une décision d'Écolo. Et ça, il faut vraiment le répéter. Alors visiblement, on est les seuls à l'assumer et à dire, bah oui, en fait, on est content de réfléchir à nouveau à la mobilité à Bruxelles et de transformer Bruxelles, espèce d'autoroute avec des viaducs partout, à une Bruxelles beaucoup plus faite par et pour ses citoyens et citoyennes. Mais voilà, c'est une décision qui, par ailleurs, est aussi déclinée dans toutes les communes et où donc, par exemple, il y a plein de partis qui aujourd'hui crachent sur Good Move, mais qui l'ont appliqué dans leur commune. Enfin voilà, je ne vais pas citer de nom, mais vous savez. C'est aussi un projet qui a créé énormément de participation citoyenne. Donc, il y a eu des milliers de citoyens et de citoyennes qui ont pu se prononcer sur le projet. Et quand on a vu que ça se passait pas bien dans certains quartiers, on a essayé aussi de remettre de la consultation pour réaménager les choses différemment. Et donc là, moi, je veux bien faire amende honorable aussi. Parfois, la manière qu'on a d'appliquer certaines décisions est peut-être un peu rude et peut-être pas en phase avec ce que les citoyens et les citoyennes voudraient. Et donc, je pense que là, on peut continuer à améliorer les choses, notamment en consultant. Mais pour revenir sur Good Move et à quoi ça sert, en fait, parce que je pense que c'est quand même le plus important, Good Move, c'est 3 enjeux. C'est un enjeu de sécurité. C'est-à-dire que ici, depuis qu'on a mis en place Good Move, par exemple, il n'y a eu que 5 tués sur les routes à Bruxelles en 2023. C'est un record. On est en train d'approcher du chiffre de 0, ce qui est assez rare, en fait, parce que toutes les villes ont tendance à voir leur chiffre augmenter, notamment à cause des smartphones, parce qu'en fait, les gens sont distraits et donc ils se font renverser, ils sont distraits au volant, etc. Donc Bruxelles est une des seules villes où ça se passe beaucoup mieux à ce niveau-là, donc on se dit que notre espace est plus safe qu'avant. Il y a un enjeu de santé, donc il faut savoir qu'on compte plus ou moins 7000 décès qui seraient attribuables à la pollution de l'air à Bruxelles par année, c'est énorme, et une différence d'espérance de vie donc je pense qu'il varie de 5,5 ans entre le nord et le sud, donc entre Saint-Josse et Woluwe. Je pense que c'était les 2 communes qui étaient ciblées. Et alors il y a un dernier enjeu, qui est un enjeu qui moi me tient à cœur, parce qu'en plus, vous ne l'avez pas dit en introduction, mais je suis présidente de la commission pour l'égalité. Non, pas de souci, mais je le dis moi-même. Et donc c'est aussi l'égalité d'accès à l'espace public. Donc aujourd'hui, la voiture, elle occupe plus ou moins 70% de l'espace public. Or, elle ne représente pas 70% des déplacements des Bruxellois et des Bruxelloises. Et donc l'idée, c'est d'avoir plus d'espace pour que les enfants puissent jouer, pour que les infirmières à domicile puissent, elles, se circuler en voiture avec moins de trafic, etc. Mais donc voilà, je pense que c'est des choses qui vont mettre du temps. Moi, je suis en tout cas d'accord de dire qu'il y a des choses à améliorer. Et je pense que les politiques qui vous diront que tout est parfait
ils mentent. De la même manière à ceux qui disent que tout est horrible mentent aussi, au fait, quelque part. Mais qu'on est juste en train de faire muter Bruxelles et que j'espère qu'au final... C'est en progression. Voilà, c'est ça. Et donc j'espère, on entend des choses positives. Par exemple, il y a eu tout un micro-trottoir qui a été fait à Chaussée d'Ixelles. Les commerçants et les commerçantes sont super contents. Ils voient la fréquentation de leur magasin augmenter. Et ça, c'est souvent un argument de la droite de dire vous êtes en train de tuer les commerces. C'est pas du tout le cas. Si vous allez ici au piétonnier, vous demandez aux commerçants. Maintenant, ils ont des terrasses. Ils ont plus de 25 000 bagnoles devant chez eux. Enfin, donc voilà. Mais ça demande du temps et ça demande de l'écoute. Et ça, moi, je suis d'accord avec ça. Il va falloir vraiment travailler là-dessus et travailler. Et c'est ce qu'on fait aussi, mais à réinvestir massivement dans les transports publics. Ouais. Donc l'offre de la STIB, elle a augmenté de 15% ces dernières années et de 30% cette décennie, donc c'est énorme. On travaille à la gratuité des transports progressifs, donc là on l'a pour les jeunes jusqu'à 25 ans, ça c'est un acquis aussi des colos et du gouvernement actuel. On a augmenté en créant plein de lignes de bus, plein de lignes de tram, le métro est en cours de modification, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Oui, et puis, justement, je voulais parler de ça parce que par rapport à la nouvelle ligne de métro, apparemment, Ecolo serait un petit peu frileux, parce que c'est vrai que voilà, il y a eu le budget qui a augmenté, mais même si voilà, il y a ces problèmes de budget, du Palais du Midi, etc., pourquoi ne peut-être plus vouloir un métro alors que ça peut être une très bonne solution, une très bonne alternative à la voiture? Ah, c'est clair que les transports publics, de manière générale, sont l'alternative rêvée à la voiture personnelle. Je dis toujours voiture personnelle parce qu'on n'est pas en train de parler des taxis, on n'est pas en train de parler des voitures partagées, tout ça est génial. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup les voitures partagées. Mais effectivement, en tout cas, par exemple, ce qu'on appelle le tronçon Gare du Nord, Gare du Midi, qui est une ligne que je prends tout le temps, qui est bondée, effectivement, transformer ça en métro est fondamental. Ce qui nous a un peu posé problème, c'est la manière dont s'est passée l'extension du métro, notamment dans le nord de la ville, où on est quand même passé d'un projet je vais vérifier discrètement mes chiffres, mais à 1,77 milliard à un projet à 4,5 milliards. C'est une explosion de budget qui va faire qu'on ne va pas pouvoir investir ces milliards de différence dans le reste de la mobilité. Et en fait, c'est nous tout ce qu'on dénonce par rapport au métro 3. Et alors, un petit sur la position d'Ecolo sur les métros de manière générale. En fait, nous, transformer un tram souterrain en métro, ça c'est easy. Pour nous, ça semble assez, ça demande juste des adaptations. C'est ce qui a été fait d'ailleurs pour les lignes de métro qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, exactement. Et c'est chouette parce que du coup, ça permet progressivement d'augmenter la capacité, de répondre vraiment à un besoin, à une demande. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, aller commencer à faire de tout le sol bruxellois un gruyère en creusant des métros dans tous les sens, on se rend compte que ça ne fait pas, par exemple, énormément de différence sur justement l'impact sur le trafic. Et donc, par exemple, cette liaison du métro 3, c'est 0,6% en moins de trafic en surface. Donc, finalement, ce n'est pas grand-chose. Et on sait que les gens aiment bien aussi le transport de surface, les trams, ce n'est pas du tout les mêmes utilisations. Et donc, nous, on serait pour, en tout cas, une gestion un peu responsable de ces budgets de mobilité qui irait un peu dans plusieurs modes de transport. Et aussi de rappeler qu'on a notre place aussi, nous, en tant que piétons, usagers des transports publics en surface, quoi. On n'est pas toujours obligé de descendre dans les souterrains de la ville. Voilà, c'est aussi idéologiquement quelque chose qui est important, quoi. Alors, je vais un petit peu parler d'un point de votre programme. Ecolo souhaite en fait refédéraliser certaines compétences et aussi avoir moins de députés en Fédération Wallonie-Bruxelles et aux régions. Alors, quelles compétences pourraient être refédéralisées, tout simplement? Alors, il y a en fait un besoin en Belgique, j'ai l'impression, et on l'a vu pendant le Covid, d'avoir vraiment un pilote dans l'avion ou une pilote dans l'avion. C'est-à-dire que beaucoup de décisions sont prises de manière transversale entre les différents niveaux de pouvoir. Alors moi, comme je le disais, je préside une commission pour l'égalité et les droits des femmes. Et par exemple, rien que sur cette question des droits des femmes, vous avez plein de compétences qui sont un peu partout. Ce qui est important pour Ecolo, c'est effectivement de réfléchir à comment notre pays fonctionne et pourquoi, en fait, à certains moments, il fonctionne de cette manière-là. Et par exemple, l'enseignement supérieur, c'est intéressant que ce soit géré par les communautés puisque c'est lié à des questions linguistiques et donc ça a bien beaucoup de sens. Par exemple, sur les questions de santé, là, c'est intéressant de se réfléchir à peut-être un petit peu rationaliser l'approche qu'on a aujourd'hui où effectivement, même à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y avait des compétences en lien avec la santé, c'était lié à la petite enfance notamment, etc. Et donc là, à ce niveau-là, en effet, nous, on est pour le fait de transformer quelque peu le système et aussi de réfléchir à certains espaces démocratiques qui existent. Je pense au Sénat. Donc le Sénat, c'est cette instance qui est juste en face de la Chambre des représentants et qui aujourd'hui a un peu un rôle, comment le vulgariser, mais de réflexion sur des grands sujets de société, donc des discussions sur des sujets éthiques ou des choses comme ça. À notre époque, commencer à rémunérer autant de députés qui pour certains en plus sont pas élus, sont cooptés comme on dit, donc ils sont choisis par les partis pour siéger là-bas, pour
occuper cette assemblée-là, ça nous semble un peu désuet. Et par exemple, nous, un de nos gros projets qui est dans le programme également, c'est de supprimer le Sénat, en fait, et de le transformer en une assemblée citoyenne. Et là, plutôt que de demander leur avis à des élus sur des grandes questions de société, on le demandera à des citoyens et des citoyennes tirés au sort. Et ça, c'est aussi le genre de projet qu'on a qui permettent, à mon sens, mais de rafraîchir la démocratie. Ok, très bien. Alors comme vous êtes pour écolo, j'avais une question aussi par rapport à la Belgique et notre niveau en matière d'écologie. Est-ce que la Belgique est bonne élève par rapport à ses voisins européens? Et si oui, ou même non, enfin plutôt si non, ou même oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer justement notre niveau par rapport à nos voisins, par rapport aux autres pays européens? C'est hyper intéressant comme question. J'ai pas les tops et les flops européens en tête. Ce que je sais, c'est qu'ici en Belgique aujourd'hui, on souffre d'une inaction qui a duré très longtemps. Où pendant très longtemps, les décisions qui prenaient en compte les questions d'écologie, elles étaient au 14e rang, quoi. C'est-à-dire que quand vous aviez bien vérifié que votre projet avait un bon budget, que ceci, que cela, etc., il y avait tout en bas de la checklist une petite case verte, je crois qu'on cochait ou pas dans l'indifférence générale. Et donc ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est ce qui coûte le plus à la société aujourd'hui et qui va le plus coûter à la société, c'est ce qu'on appelle l'inaction. C'est donc tout ce qu'on ne fait pas pour le climat et l'environnement aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu en Wallonie avec les inondations, si vous vous souvenez. C'est à quel point, même d'un point de vue urbanistique, rien n'est prévu en fait pour vivre des catastrophes climatiques. C'est ça qu'on a aujourd'hui comme grande difficulté, c'est qu'en fait, c'est un peu comme quand moi j'étais à l'UNIF et j'avais pas étudié tout le semestre, puis j'arrive aux examens, je me dis ok, là c'est la pression énorme. Et donc pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'il faut faire, en fait il faut faire de l'écologie un réflexe des politiques publiques et de se dire que dès qu'on pense à réaménager un quartier, on réfléchit mais tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre du béton qui va faire en sorte que les logements vont devenir super chauds en été pendant les canicules? Enfin voilà, c'est vraiment toutes des questions qu'on doit se poser en permanence et qui sont importantes, sinon en fait on changera jamais le monde, quoi. Alors en 2022, le gouvernement fédéral avait décidé de prolonger les réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3. Écolo avait grassé un petit peu des dents. Pourquoi concrètement le nucléaire, ce serait peut-être pas vraiment la solution? Alors déjà, il faut savoir que nous, historiquement chez Écolo, on n'est pas du tout un parti comme les autres. On a un parti qui s'est créé sur base de mouvements citoyens. Et donc par exemple, vous aviez les mouvements antiracistes, les mouvements féministes, les mouvements environnementalistes et les mouvements anti-nucléaires qui étaient vraiment fin des années 70, etc., hyper présents, même années 80, et qui ont pris beaucoup de place dans les fondateurs et fondatrices de notre parti. Et donc c'est pour ça qu'en général, quand on parle de nucléaire, les écolos sont toujours un petit peu en train de se dire « Ah, c'est un peu nos fondamentaux comme ça ». Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a dû, en fait, à cause de la crise Covid, à cause de la crise énergétique, adopter une posture plus pragmatique et de se dire, en fait, le nucléaire qui est déjà existant et qui est là, en fait, on ne va pas avoir le choix que de en tout cas le tolérer encore un petit peu. Mais par contre, ce que nous, on refuse, c'est de faire des investissements massifs dans cette énergie-là, qui est une énergie qui est vue comme plus verte, effectivement, mais dont, par exemple, on n'a quasiment aucune idée de comment gérer les déchets nucléaires. Moi, j'ai grandi à côté d'une centrale nucléaire, parce que chez ma maman, on voyait au fond les centrales de Tihange. Et en fait, c'est un truc, je ne sais pas si on s'imagine, mais par exemple, une fois par mois le dimanche, il y a des tests d'alarme de catastrophe nucléaire au cas où. Oui, voilà. Moi, j'ai grandi avec ça, par exemple. Et c'est un truc qui a fait que jamais dans ma tête, je me suis dit, en fait, c'est safe, quoi. Et donc, il y a la question de la gestion des déchets, il y a la question du risque d'accident et d'incident, qui sont quand même des choses qui sont à prendre en compte, parce qu'encore une fois, c'est une vision de la politique super long terme, en fait. C'est-à-dire qu'on réfléchit à même quand on ne sera plus là, nous, écolos, en tant que parti, et que dans 100 ans, ou 200 ans, ou 300 ans, etc., il faudra gérer tout ce qu'on a fait comme choix aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que nous, on ne veut pas d'investissement massif dans cette énergie-là, et que par ailleurs, on commence à voir, je ne sais pas si vous suivez un peu les projets d'énergie, d'éoliennes offshore en mer du Nord. Oui. Par exemple, on voit que la production commence à être vraiment concurrentielle par rapport à celle d'autres énergies fossiles et nucléaires. Et donc, nous, on pense que chaque euro qui doit être investi en énergie doit l'être dans ces solutions-là, quoi. Alors maintenant, on va parler plus des étudiants. Ouais. On sait que la précarité étudiante, on en a beaucoup parlé. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, quelles mesures pourraient être adoptées pour pouvoir lutter contre la précarité étudiante qui sévit un petit peu partout en Belgique, et même en Europe aussi? Ouais, c'est vrai qu'on voit que de manière générale, contrairement à ce que certains partis disent, la précarité étudiante, ça existe. On l'a parfois vécu nous-mêmes, enfin moi en ce qui me concerne et mes proches, etc. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je pense même que ça a empiré. Alors j'aime bien expliquer ça parce qu'il y a des personnes qui pensent que
Parce que les étudiants et étudiantes sont de toute façon précaires dans leur vie, quoi qu'ils fassent, ça sert à rien de le gérer au niveau de l'enseignement. Ça, c'est ce que la droite, par exemple, défend quand vous écoutez leur discours. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois qu'au contraire, l'enseignement est un des leviers les plus importants pour lutter contre la précarité. Parce qu'en fait, une personne qui s'émancipe dans ses études, qui va choisir son trajet de vie, qui va faire quelque chose qu'elle aime, ben en fait, elle va du coup avoir beaucoup plus de chances de réussir dans la vie. Alors nous, qu'est-ce qu'on prône chez Écolo? On prône la gratuité des études. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est encore très cher de faire des études. Par exemple, si vous faites des études en art, vous devez investir dans du matériel hyper coûteux, etc. Sans parler de certaines études où juste les syllabus coûtent déjà des centaines d'euros par an. On veut aussi augmenter les bourses et les rendre automatiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui ne savent pas qu'ils ont droit à une bourse d'études et donc qui rament, qui vont travailler, etc. Alors que si tout ça était automatique, ben déjà, on gagnerait vachement de temps de remplir des papiers, des formulaires, etc. Mais aussi, on aurait beaucoup plus de personnes qui sont en fait soulagées au quotidien dans le paiement de leurs études supérieures. Et alors, nous, on est contre toutes les barrières à l'accès à l'enseignement. Donc, on est contre les examens d'entrée, notamment. On pense que toute personne, quel que soit son background, notamment en secondaire, les écoles dans lesquelles elle a été, etc., on doit pouvoir au moins tenter sa chance dans les études supérieures et voir, en fait, voilà, ce qu'on peut pouvoir faire. Et donc, on croit que ce qui aide, en fait, le plus les étudiants et les étudiantes, c'est ce qu'on appelle l'aide à la réussite. Et donc, pendant cette législature-ci, on a réussi à réaugmenter le budget de l'enseignement supérieur de plus ou moins 80 millions. Dans le programme d'Écolo, on voudrait doubler ce réinvestissement. Et tout ça permet notamment d'améliorer l'accompagnement des jeunes. Donc, de faire qu'il y ait moins de gens dans les amphis, plus de profs qui soient engagés, que les supports de cours puissent être mis à disposition gratuitement, etc. Et donc, ça, c'est des choses qui sont, je pense, hyper importantes et qui, à terme, encore une fois, un investissement aujourd'hui qui aura des répercussions positives juste après. On réfléchit aussi à ce qu'on appelle le revenu de base pour les jeunes. En fait, ce serait une allocation qu'on donnerait à tous les jeunes entre 18 et 26 ans, qui remplacerait les allocations familiales, qui serait plus ou moins de 580 € par mois, et qui permettrait justement de s'autonomiser et de ne pas devoir jobber pour payer ses études, pour payer sa nourriture, etc. Et de laisser ça pendant juste les quelques années de lancement dans la vie, parce que je pense qu'après 26 ans, en général, on arrive plus ou moins à se poser. Et ça permettrait, je pense, vraiment de soulager les jeunes et de lutter efficacement contre la précarité et d'avoir des gens qui vont en fait beaucoup plus s'épanouir dans leur vie, quoi. Alors, par rapport au décret paysage, ouais. Ça a été compliqué, il y a eu des mesures qui ont été adoptées. Alors, comment, en tant que député en Fédération Wallonie-Bruxelles, on vit ça de l'intérieur? Écoutez, c'était une nuit assez spéciale. Moi, ça m'arrive pas très souvent de passer toute la nuit au Parlement. Et surtout, j'ai assisté à des mécanismes de la part de certains partis de droite pour essayer de, en fait, ne jamais arriver au vote des propositions qui étaient sur la table. Voilà, notamment, et de désengager. Tout à coup, je sais pas ce qui s'est passé, il y a une convergence comme ça. Alors, pour expliquer un tout petit peu le sujet. Donc, la réforme du décret paysage, c'est quoi? C'est le fait qu'auparavant, on était dans un système qui était régi par le décret Marcourt. Donc, moi, à l'époque, j'ai milité contre ce décret en question parce que justement, il présentait toute une série en fait de limitations et de choses qui allaient peser démesurément sur les épaules des étudiants et des étudiantes. Et donc, quand Écolo est arrivé au pouvoir en 2019, nous, on a dit on veut changer ce décret-là, on veut le modifier à l'avantage des étudiants et des étudiantes. Et puis l'EMR a pris le pouvoir sur les questions d'enseignement supérieur en prenant la ministre. Voilà, c'est ça exactement. A proposé un projet sur la table qui ne convenait pas du tout et Écolo et le PS, je dois le dire aussi, se sont battus, alors là, hors des caméras, vraiment au sein des gouvernements, ou du gouvernement plutôt, pour justement essayer de faire en sorte que ce décret soit à l'avantage des étudiants un maximum. Et en fait, comme c'est souvent le cas dans une négociation, on ne peut pas tout avoir. Et donc le jour du vote, il y a de ça 3 ans, du décret paysage, certains écolos et certains socialistes ont dit en fait, nous on a peur des effets néfastes de cette réforme, de cette nouvelle réforme du décret par rapport aux étudiants et aux étudiantes et notamment de l'augmentation de la précarité et de l'exclusion des études qui va complètement à l'encontre de l'ADN d'Écolo sur cette question d'enseignement supérieur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la ministre a été très têtue et son parti surtout et n'a pas du tout souhaité en fait déjà faire le travail de collecter des chiffres pour voir la réalité telle qu'elle était. Et c'est en fait nous, avec les contacts, avec les universités, les hautes écoles, les conseils étudiants et autres, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça allait être une catastrophe au moment de la mise en œuvre. Et donc, la mise en œuvre, ça doit être cette fois en septembre qui arrive. Et donc, voyant cette échéance approcher, les signaux d'alerte être allumés dans tous les sens, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a proposé toute une série de mesures pour mieux protéger les étudiants et les étudiantes. C'est fou, hein, mais il faut se dire qu'une mauvaise décision comme celle-là, on exclut des jeunes de l'enseignement supérieur et puis c'est fini, hein. Pardon de le dire comme ça, mais moi, en tout cas, ça me culpabilisait énormément. Je me
me suis dit, si j'appuie sur ce bouton, ou si j'appuie pas sur ce bouton pour faire changer les choses, en fait, on va vraiment avoir des gens qui vont être changés dans leur vie, vraiment dans leurs aspirations, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment inhumain, entre guillemets, de continuer dans cette direction à s'obstiner pour une question de principe, on ne touche pas à un décret qu'on a déjà écrit et voté. Et donc, c'était vraiment important pour nous de réagir et de se dire, en fait, et c'est là que je trouve que c'est important de le répéter, mais c'est pas la fin. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait nous, en tant qu'écolo, c'est refinancer encore davantage l'enseignement supérieur et deux, retravailler à cette réforme, en faire un truc chouette, un truc qui prend en considération justement les parcours de vie des jeunes et qui est adapté au fait que dans la vie, en fait, il peut arriver des moments où on vit un truc pas chouette et on sait pas travailler, pas suivre ses études pendant X temps. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte et je ne désespère pas que pour la législature prochaine, on prenne de meilleures décisions plus concertées, quoi. Alors, je vais toujours continuer sur le décret paysage. Le MR s'est senti un petit peu trahi. Alors, justement, il y aura les élections qui vont arriver, des gouvernements à faire au fédéral, aux régions et à la communauté. Est-ce que vous pensez que ça aura une incidence sur ça? Alors, moi, je veux bien parler de trahison 2 minutes, parce que, effectivement, le MR s'est senti trahi. Et en fait, je parlais en mon nom, mais moi aussi, je me suis sentie trahie à plein de moments de la législature par rapport aux décisions sur l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de moments où, en fait, démocratiquement, on a voté des choses, on a dit il faut mettre en place ceci ou cela, et ça n'a pas été suivi des faits par la ministre de l'Enseignement supérieur. Et je vais donner un exemple concret. Je suis à l'initiative du grand plan de lutte contre le harcèlement dans les hautes écoles et universités. C'est un travail qui nous a demandé des mois et même des années d'investigation, de rencontres, etc. On a mis en place un projet de résolution, donc avec des recommandations très très claires de qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles sur les campus, etc. Et en fait, la ministre ne les a jamais mises en œuvre, ou très peu. Elle a fait l'étude préparatoire, et encore, on n'a toujours pas les résultats alors que la législature est finie. Et donc ça, moi, je pense que c'est une trahison, quoi. Des gens qui s'engagent à faire des choses, on vote démocratiquement des solutions et elles ne sont pas mises en œuvre. Ça me paraît vachement plus critiquable, en fait. Et donc, c'est ça le problème que moi, j'ai eu par rapport à l'enseignement supérieur en général, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on s'est engagé à faire et qu'on n'a pas mises en œuvre. Alors, il ne faut pas en vouloir après à des députés qui se retrouvent en fin de législature avec des casseroles aussi à devoir assumer, et où, en fait, on se dit, mais non, en fait, moi, si on a accepté de voter le décret paysage à l'époque, c'est aussi parce qu'on avait foi dans le fait que ça pouvait éventuellement évoluer si la situation empirait sur le terrain, etc. Mais donc, est-ce que ça va complexifier la suite? Je ne sais pas. On verra un petit peu. J'espère que, en tout cas, il y aura au moins au fédéral un sursaut pour se dire qu'on doit faire barrage aux idées extrêmes, et notamment à la montée de la NVA, du Vlaams Belang et de toutes ces idées-là. Et que donc, j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où le MR et la droite tournent le dos aux écologistes et à la gauche pour aller se retrouver avec des partis nationalistes et d'extrême droite flamande. En tout cas, moi, démocratiquement et comme citoyenne même, je le vivrais super mal, parce que ce serait une vraie trahison aussi. Alors, on a fini cette interview, mais reste encore une dernière petite séquence qui est aussi importante. Alors, vous allez essayer de convaincre ceux qui regardent cette vidéo de voter pour écolo, mais en 30 secondes. Ok. Est-ce que vous êtes prête? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, voter pour écolo, c'est surtout faire le choix de politiques à long terme qui vont concerner l'avenir de toutes et de tous ici, et notamment celui des jeunes, parce qu'on est le seul parti qui met l'environnement et le climat au cœur de ses préoccupations et qui surtout les lie très fort aux enjeux sociaux, donc à la question de la justice sociale, qui fait qu'en fait, une transition, comme on dit, climatique, donc le fait de changer la société pour la rendre plus résiliente par rapport au dérèglement climatique, ne se fera que si on embarque tout le monde avec nous, notamment les jeunes, notamment les personnes âgées. Attention. Et voilà, j'ai déjà dépassé. Et voilà, c'est terminé. Mais en tout cas, merci à vous pour m'avoir reçu, moi, et Justin aussi. Je remercie aussi pour la caméra, pour avoir géré ça parfaitement. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, TikTok, Instagram. N'hésitez pas à liker cette vidéo, et peut-être que d'autres interviews arriveront aussi bientôt. En tout cas, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.